Bienvenue dans L'Histoire, le podcast. Un podcast produit par le magazine L'Histoire qui fait appel aux auteurs et aux archives de la revue pour éclairer une question d'actualité. Un épisode présenté par Clément Fabre. C'est l'histoire d'une guerre oubliée. Dans le Cameroun sous domination française, un mouvement indépendantiste émerge à la fin des années 40, l'Union des populations du Cameroun, ou UPC. La répression française est violente et dégénère en 1955 en une véritable guerre. Les UPCistes prennent le maquis, leurs leaders sont assassinés et la guerre se prolonge au-delà même de l'indépendance concédée au Cameroun le 1er janvier 1960. Car le premier président du pays, Amadou Ahidjo, est un allié de la France, et l'armée française l'aide, jusqu'au début des années 70, à réprimer l'UPC. Pendant longtemps, on s'est désintéressé de cette guerre en France, tandis qu'au Cameroun, elle faisait l'objet d'un véritable tabou de la part des autorités. Pour rompre avec ce double silence, une commission mixte franco-camerounaise a été instituée en 2022 dans le prolongement d'une série d'initiatives destinées à explorer diverses pages du passé colonial français. Cette commission a remis son rapport au début de l'année 2025. Karine Ramondi, bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, vous êtes spécialiste d'abord de l'histoire des assassinats politiques dans l'Afrique des décolonisations et plus largement de l'Afrique des indépendances. Vous avez dirigé le volet recherche de la commission franco-camerounaise à la tête d'une équipe de 7 chercheurs français et de 7 chercheurs camerounais, hommes et femmes, tandis que l'artiste camerounais Blik Bassi en dirigeait le volet artistique et patrimonial. Vous publiez dans le numéro de décembre du magazine L'Histoire un passionnant article événement intitulé « Guerre du Cameroun, la France retrouve la mémoire ». Que pensez-vous, première question, de cette multiplication récente de commissions historiques officielles, de leur utilité et des diverses critiques qui ont aussi pu les viser ? Écoutez, merci pour l'invitation. Tout d'abord, je dirais que cette question des commissions, c'est une vraie question intéressante parce qu'en fait, il faudrait élargir un petit peu la focale parce qu'en France, on n'a pas attendu 2017 pour créer des commissions historiques dans la mesure où les premières commissions qui ont été créées sur la Seconde Guerre mondiale et notamment l'une dirigée par René Rémond sur le fichier juif en 1992 et il y en a eu bien sûr d'autres comme la commission Matteoli. La première commission qui s'est intéressée aux questions des violences coloniales, c'est la commission de 2016 sur la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Une commission qui a rendu un rapport assez intéressant d'ailleurs et qui a été finalement assez peu médiatisé. Donc en fait, bien sûr, on parle des commissions qui ont été instaurées par le président de la République, Emmanuel Macron, depuis 2017, qui sont relativement nombreuses, en effet, à l'échelle de ces 2 quinquennats. Dont les prochaines sont annoncées, commission Haïti qui est sur le point de voir le jour, et puis une commission Madagascar dont on attend évidemment la création et qui est un peu retardée liée aux événements qui se passent à Madagascar. Donc évidemment, quand on est historien, quand on vous propose de travailler pour une commission, et j'ai cité là un certain nombre de noms, Zancarani Fournel, Benjamin Stora, Vincent Duclerc, on se pose la question de savoir est-ce que, bien sûr, on a envie de travailler dans ce type de format. Parce que c'est un format qui crée tout de suite la suspicion. La suspicion de va-t-on pouvoir travailler en toute indépendance ? Va-t-on être obligé en tant qu'historien de faire des compromissions ? Ce sont des procès qui sont faits très rapidement puisque les impulsions sont politiques, les résultats en termes de reconnaissance sont politiques et entre-temps, il y a le travail des historiens. Donc ça veut dire très clairement qu'on se pose des questions avant d'accepter. Et ça a été mon cas. Je n'ai pas accepté d'emblée et je n'ai pas fait de compromis en termes de recherche. J'ai tenu à ce que cette équipe
fonctionne de façon indépendante, scientifiquement. Et je dois dire que j'ai décidé de faire fi avec mon équipe et la plupart des historiens qui sont très impliqués sur ces questions depuis très longtemps, de faire fi des attaques ad hominem que nous avons parfois, dont nous sommes parfois les cibles, pour nous concentrer sur l'objet que nous avons réussi à écrire, un rapport scientifique de 1000 pages qui fera date. Oui, et on reviendra sur l'objet, sur le contenu de ce rapport, sur le travail historique qui le sous-tend, mais on peut aussi considérer que cette commission n'a pas besoin d'autre justification que cette victoire du fait qu'on parle beaucoup de cette guerre du Cameroun en ce moment dans l'espace public français, ce qui n'était pas le cas. Pourquoi est-ce que cette guerre est demeurée si longtemps très, très méconnue en France? Et est-ce que vous pensez que ce regain d'intérêt en 2025 est le signe que les choses sont peut-être en train de bouger? Oui, indéniablement, le fait qu'il y ait un rapport scientifique, un ouvrage scientifique de plus sur la question, avec la résonance médiatique que ça peut avoir quand un président, comme le président Emmanuel Macron, se lance dans une série de reconnaissances, ça a évidemment un écho très important. Et ça cache justement, enfin ça vient rompre avec aussi ce qui a été la guerre du Cameroun, c'est-à-dire ce qu'a été la guerre du Cameroun, c'est-à-dire une guerre qui a été censurée par le pouvoir politique, médiatiquement, qui a été très peu partagée. Il y a eu évidemment des journaux qui ont travaillé ou qui ont essayé de faire connaître ce qui se passait au Cameroun, mais il y a eu très peu d'articles. Il y a aussi le fait qu'à l'époque, la guerre d'Algérie prenait aussi une place très très importante dans les médias et que cette guerre était partagée par un certain nombre d'appelés du contingent, ce qui n'était pas du tout le cas de la guerre du Cameroun, qui était une guerre qui était seulement, à laquelle était seulement liée l'armée de métier. Le fait aussi qu'il y ait que le Cameroun n'était pas une colonie de peuplement, donc les colons étaient très peu nombreux au Cameroun, proportionnellement, je veux dire, à la population existante, et que tout ça, évidemment, a quelque part effacé de nos... Je dirais qu'aussi, faut dire que les guerres de décolonisation ont mis du temps quand même à émerger aussi dans notre histoire nationale. Donc tout ça va évidemment contribuer à effacer cette guerre, et il va falloir attendre les travaux de certains historiens et l'ouvrage notamment en 2011 Cameroun pour faire donner une visibilité à ce conflit dans les médias et auprès d'un certain public, puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui encore qu'il y a énormément de Français et de Françaises qui ne savent pas qu'il y a eu une guerre de décolonisation au Cameroun et que la transition entre la colonisation et les indépendances ne s'est pas faite de façon pacifique. Bien sûr, et vous insistez par contre sur le fait qu'au Cameroun, cette guerre n'avait pas été oubliée malgré le tabou des autorités officielles sur ce conflit auquel elles ont elles-mêmes participé. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots peut-être de ce que ça a été jusqu'à aujourd'hui, la mémoire de la guerre du Cameroun au Cameroun? La mémoire de la guerre du Cameroun au Cameroun, elle est prégnante, elle est présente dans beaucoup de familles, de par la participation à cette guerre d'une façon ou d'une autre, soit en tant que population civile qui a été en proie aux répressions, soit en tant que groupe d'autodéfense, c'est-à-dire des hommes qui ont décidé de se ranger du côté du pouvoir colonial pour permettre une forme de retour à l'ordre. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées émotionnellement dans cette guerre, ce qui explique aussi les réactions extrêmement vives que nous avons eues suite au rendu du rapport. C'est une histoire qui est là, qui est vraiment profondément ancrée dans les âmes des Camerounais et qui fait que personne n'est véritablement distancié du sujet.
parce que beaucoup de familles sont traversées par des investissements contraires. Notamment, pourquoi pas du côté des maquisards ou aussi du côté du pouvoir colonial, comme je viens de le dire. Et puis, c'est une mémoire qui a été longtemps tue, qui nécessitait de se circonscrire au cercle de l'intimité pour être rappelée. Et il a fallu attendre les années 90 pour voir émerger véritablement les premiers témoignages, les premiers travaux faits par des historiens comme il y en avait eu avant, mais Richard Joseph ou Achille Bembe. Voilà, et véritablement, c'est une mémoire qui était sur laquelle il fallait véritablement redonner de la lumière. Et ce rapport, incontestablement, continue à le faire, puisqu'on continue à être aujourd'hui interpellé par de nombreux mails, messages qui nous rappellent que telle ou telle personne de la famille a des archives sur ces sujets, ce qui montre bien aussi l'intérêt de la commission, c'est qu'elle fait réémerger un certain nombre de mémoires personnelles, traumatiques, même des petites filles, des arrière-petits-fils qui cherchent à comprendre et qui nous expliquent à quel point la lecture du rapport leur est à la fois difficile mais salvatrice. Venons-en justement à ces archives dont l'étude, l'analyse a sous-tendu cet important travail collectif. Le rapport repose sur la mobilisation de plus d'1 millier de cartons d'archives en France comme au Cameroun. Vous avez aussi suscité un certain nombre d'archives qui n'avaient pas été étudiées jusqu'à présent, notamment en obtenant la déclassification d'un certain nombre de cartons dans les deux pays. De quoi disposait-on avant les débuts des travaux de la commission pour écrire cette histoire de la guerre du Cameroun, et quel pan de cette histoire restait peut-être dans l'ombre, faute de documents pour l'éclairer? Le délai de 50 ans, il est forcément très important par rapport à l'ouverture des archives et au librement communicable. Donc c'est vrai que on avait, en travaillant en 2020, à partir de 2022, accès à beaucoup de documents qui étaient librement communicables, il faut le dire. Donc ça veut dire qu'il y avait des matériaux qui s'étaient un peu libérés, je dirais. Et puis, il y avait cette promesse de la déclassification qui s'est révélée extrêmement importante. Je rappelle que toutes ces archives déclassifiées seront très bientôt aux archives nationales, accessibles dans une cote des archives de la Commission. Donc, ce ne sont pas seulement des archives pour les historiens de la Commission, comme je l'ai régulièrement entendu. À terme, tous les historiens ou même les documentaristes pourront s'en emparer. On a essayé aussi d'avoir accès à de nouvelles archives au Cameroun. Ça ne nous a pas été forcément facilité, notamment les archives nationales de Yaoundé, mais ça nous a poussé vers d'autres centres d'archives qui nous ont aussi donné des petites pépites archivistiques, notamment en matière de reconnaissance ou de médailles qui sont accordées à des soldats pour des faits d'armes particulièrement, et notamment le fait de réussir la traque et de tuer un UPCiste. Alors, parmi ces archives, vous évoquez les archives qu'on trouve au Cameroun, les archives coloniales conservées pour une partie en France. Des archives dont on saisit aussi l'importance en lisant le rapport sont les archives du Conseil de tutelle, donc les archives de l'ONU, parce qu'il faut dire quelques mots du statut particulier du Cameroun, ancienne colonie allemande, passée à l'occasion de la Première Guerre mondiale sous double contrôle britannique et français à travers des mandats de la Société des Nations, puis devenue après la Seconde Guerre mondiale, des territoires sous tutelle de l'ONU gérés respectivement par le Royaume-Uni et par la France. Et ces archives du Conseil de tutelle, on y trouve notamment un certain nombre de pétitions que les UPCistes envoient à l'ONU pour faire valoir leurs revendications d'indépendance et de réunification des deux Cameroun. Écoutons justement un extrait d'une de ces pétitions adressées à l'ONU par les leaders de l'UPC.
Lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies le 23 novembre 1956 par les deux leaders upécistes Félix Roland-Moumié et Ruben Oumniobé. Ce dernier a été le fondateur et le premier leader de l'UPC jusqu'à son assassinat par l'armée française le 13 septembre 1958. Monsieur le secrétaire général, nous avons l'honneur de vous adresser la présente requête au fin d'être autorisé par la présente session de l'Assemblée générale des Nations unies, 11e session, à exposer devant la 4e commission le point de vue de notre mouvement sur le problème camerounais et dans les rubriques suivantes. Premièrement, unification du Cameroun. Deuxièmement, fin de l'accord de tutelle et accession du Cameroun à l'indépendance complète. En dépit des mesures discriminatoires prises contre les mouvements nationalistes par le gouvernement français et par la mission de visite, le courant en faveur de l'unification et de l'indépendance n'a fait qu'accroître sans cesse et aujourd'hui, dans le Cameroun occupé par la France, tout le monde s'accorde à reconnaître que rien de constructif ne peut être réalisé sans la participation déterminante de l'Union des populations du Cameroun. Parmi ces documents nouveaux surgis à l'occasion des travaux de la commission, il y a tous les documents déclassifiés et vous voudrez peut-être attirer l'attention sur certains d'entre eux spécifiquement. Il y a aussi les entretiens d'histoire orale menés avec un certain nombre de survivants, de témoins à un titre ou à un autre de cette période. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette conduite d'entretien d'histoire orale et de la manière dont elle a contribué à une meilleure connaissance de cette guerre du Cameroun ? Oui, alors évidemment, quand on est spécialiste de l'Afrique centrale ou africaniste, on dit, on peut pas faire l'économie d'aller sur le terrain pour récoler des témoignages et c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors c'est ce que le volet de Blick avait pour mission de faire dans une certaine exhaustivité. Nous, c'est vrai qu'on a essayé de mener des entretiens complémentaires aux archives officielles, c'est-à-dire quand on sentait qu'on avait un déficit d'archives ou qu'on avait des archives qui étaient très biaisées, il nous a semblé très important, par exemple pour documenter le massacre d'Équité en décembre 1956, de pouvoir non seulement aller sur le terrain avec l'équipe, toute l'équipe, notamment donc pour y rencontrer des témoins, des survivants qui étaient enfants ou adolescents à l'époque. C'est notamment il y a eu des rencontres assez exceptionnelles et des témoignages qu'on a récoltés, notamment celui d'Oscar Pigla ou de Benoît Bassemel, son petit frère, qui nous ont expliqué comment s'est passé véritablement l'assaut des autorités militaires sur cette maison où étaient réunis des UPCistes à Équité, et qui venait en complément des archives militaires qui minoraient évidemment l'importance du massacre. Et plus d'ailleurs le temps passait, plus l'implication de l'armée était minorée. Et ce qui nous a semblé vraiment intéressant, c'est de confronter évidemment tous ces points de vue pour en tirer, on va dire, une nouvelle... pour documenter au plus près de cette histoire partagée, justement, ce massacre qui, jusqu'à présent, ne faisait pas véritablement l'objet d'études, quels que soient les ouvrages dont j'ai déjà parlé. Au sujet de ce massacre d'Équité du 31 décembre 1956, au cours duquel on estime aujourd'hui qu'environ 300 militants désarmés de l'UPC trouvent la mort au cours d'un raid de l'armée française, écoutons justement ce témoignage d'Oscar Pigla devant les membres de la commission mixte franco-camerounaise. Le matin, à l'aube, les militaires arrivent. Dépassant l'endroit où se trouve la tombe de mon père, ils se dirigent vers le camp, à l'emplacement de l'actuel champ des martyrs dans lequel nous étions regroupés. À 5 heures du matin, ils attaquent d'un coup de feu. Après le coup de feu, un groupe de personnes armées de lances et de machettes, prenant le groupe soldat à rebours, en blessant à la machette. Le soldat tombe, et l'upéciste s'empare de son arme. Durant cette scène, nous sommes dans la cour, entonnant des chansons sous la supervision de Makanda Pout. Le soldat touché est alors blessé, grièvement, probablement au crâne. Il n'a pas pu se relever. Ce que voyant, le commandement, d'une voix qui me glace le sang, donne le signal d'ouverture du feu. J'entends une salve de tirs comme je n'en ai plus jamais entendu. J'étais placé dans la cour, entouré de 2 de mes oncles maternels, à ma gauche et à ma droite. Les 2 s'effondrent.
Une croyance traditionnelle prétendait qu'il est possible de relever des morts du simple fait de leur passer un bout de chiffon sur le visage. Je passe un bout de tissu sur le visage de mes oncles. En vain. Ils ne se relèvent pas. Autour de moi, les coups de feu rasent tout. J'entends dire qu'il faut s'enfuir. Je ne sais pas dans quelle direction courir. Tournant les yeux du côté de la cour de Papa Boumniem, j'aperçois un tas de corps allongés que je prends à tort pour des personnes se protégeant des balles. Me déplaçant à 4 pattes, je parviens à me glisser jusqu'à sa véranda et à me glisser jusqu'à sa concession, et c'est là que je comprends qu'ils sont tous morts. Le massacre d'Équité, justement, c'est un bon exemple de ces épisodes sur lesquels les travaux de la commission ont permis de jeter un jour nouveau, de venir contrebalancer un récit officiel qui les avait longtemps euphémisés. Quels sont les principaux points qui ressortent des travaux de la commission et qui permettent justement de mieux connaître cette histoire si longtemps taboue ? Alors, évidemment, on va pas faire une liste à la Prévert, c'est pas l'idée, mais je pense que l'importance de notre travail repose sur la façon dont on a été capable de réinscrire la guerre du Cameroun dans les récentes évolutions historiographiques sur les questions des décolonisations, dans une logique d'ailleurs globale, pas seulement africaine. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à extrêmement bien redocumenter ce qu'on appelait les émeutes de Douala en 1945, sortie de guerre, montrer comment finalement ce qui se passe en septembre 1945 à Douala est particulièrement connecté à ce qui se passe ailleurs dans l'Empire français, notamment en Algérie ou à Madagascar ou en Côte d'Ivoire, documenté avec des archives nouvelles. On parlait des archives justement qui n'ont pas été encore mobilisées, c'est notamment les archives militaires du Blanc, notamment ces archives, ces dossiers de la justice militaire qu'on a eu la chance de pouvoir aller consulter. Et sur les émeutes, sur les événements de Douala, justement de 1945, ça a été un apport très important. Des événements, disons-le en quelques mots, où un groupe de colons français du Cameroun réprime violemment, avec la complicité du haut-commissaire de l'époque, d'un mouvement de revendication syndicale né de la conférence de Brazzaville et qui déjà montre la logique de répression et de maintien de l'ordre qui est en train de se mettre en place dans l'après-guerre. Tout à fait, complicité aussi avec l'escadrille Béthune qui vient pilonner les manifestants, oui, tout à fait. On pourrait aussi évoquer tout ce qu'on a pu documenter en termes de répression et de la polymorphie de cette répression. Les répressions diplomatiques, vous avez parlé de l'ONU tout à l'heure justement, et des pétitions, où on empêche les UPCistes de pouvoir venir défendre justement en audition, et notamment c'est le cas de Ruben Oumniobé qui en 1952 réussit à prononcer un discours qui est très important, qui vient porter la parole des UPCistes à l'ONU, plein d'espoir, avec une énorme foi en l'ONU, afin que justement les mots d'ordre de l'UPC, qui sont réunification, indépendance immédiate, meilleur niveau de vie pour tous les Camerounais et les Camerounaises, soit enfin entendus. Répression judiciaire, policière, répression militaire, on a évoqué le massacre d'Équité. On pourrait aussi évoquer tout ce qu'on a pu documenter sur 1960, cette date qui n'est pas véritablement une rupture, dans la mesure où l'armée française reste très présente, et nous avons eu à cœur de documenter toutes les stratégies individuelles, notamment qui montrent qu'il n'y a pas consensus du tout au sein de l'armée française pour que l'armée continue à réprimer les UPCistes sur le terrain de l'Ouest et dans le maquis de l'Ouest, alors que le pays est devenu indépendant le 1er janvier 1960. On a bien documenté avec des archives nouvelles, privées, notamment les archives du général Briand, qui nous ont été confiées à la commission pour la première fois et qui sont désormais accessibles au SHD. Les archives du général Cizère, qui avaient quasiment pas été du tout défrichées à Fréjus, qui c'est d'ailleurs assez étonnant,
étonnant de voir que toutes ces archives étaient là et qu'elles n'avaient pas été véritablement mobilisées, et qui montre bien les stratégies personnelles et le fait qu'il n'y a pas du tout de consensus pour qu'on continue à être aussi présent, aussi violent vis-à-vis d'un mouvement qui n'est plus un mouvement indépendantiste, mais un mouvement d'opposition au gouvernement mis en place avec l'appui, le soutien des autorités françaises, qui est le gouvernement de Ahidjo. Car Amadou Ahidjo, oui, est l'homme des Français à partir de la fin des années 50 et celui avec lequel on prépare une indépendance pour que justement elle échappe au contrôle de l'UPC. Et le rapport montre bien effectivement cette continuité dans la guerre menée contre les UPCistes entre la période coloniale et la période de l'indépendance de ce nouveau Cameroun d'Amadou Ahidjo. Alors moi, ce que je voudrais juste rajouter, c'est que on a vraiment eu à cœur justement d'essayer de rompre cette analyse monolithique qui faisait d'Amadou Ahidjo une marionnette au service des Français. On a bien vu dans les archives que nous avons consultées, que ce soit les archives officielles ou les archives orales, que la personnalité d'Amadou Ahidjo évolue et qu'au début, si elle est évidemment très soumise aux autorités françaises, peu à peu, on a une personnalité politique qui émerge et qui réussit, c'est ce qu'on a vu dans les archives notamment diplomatiques et militaires, à imposer un certain nombre de choses au gouvernement français qu'il n'a pas forcément envie de faire, notamment par exemple le maintien de certaines personnes comme conseillers militaires. C'est le cas du colonel Blanc, par exemple, que Amadou Ahidjo veut absolument garder, alors que logiquement, il devrait être rappelé dans le tour, comme on dit, chez les militaires. Donc, on a vraiment eu à cœur de déconstruire cet aspect un petit peu monolithique d'analyse toujours France-Afrique, qui montre les Camerounais comme des marionnettes et qui n'ont pas forcément voix au chapitre. Et on voit très très bien que peu à peu, la personnalité d'Amadou Ahidjo va aussi rentrer dans une logique multilatérale en faisant appel à des armes auprès de la Belgique, auprès des Allemands, de la RFA de l'époque. Donc on a vraiment quelque chose c'est une lecture nouvelle de cette période post-1960 jusqu'en 71, et on a aussi eu à cœur de documenter le procès, notamment du dernier EPCiste qui est exécuté le 15 janvier 1971, parce que, là encore, il y avait des suspicions et il y avait, à juste titre, d'influence française dans cette exécution. Donc il ne fallait pas qu'on s'arrête avant 1971. On était évidemment attendu sur cette question, tout comme sur la question de Mongo Betty, cet écrivain qui a vu son ouvrage « Main basse sur le Cameroun » censuré en France. Merci d'avoir écouté l'Histoire, le podcast. Retrouvez l'article de Karine Ramondi et beaucoup d'autres encore dans le numéro de décembre du magazine L'Histoire, actuellement en vente en kiosque, ainsi que sur le site internet l'histoire.fr, avec l'ensemble des archives de l'Histoire depuis sa fondation en 1978. Cet épisode a été préparé par Clément Fabre, avec l'aide d'Anaïs Fléché, de Valérie Hanin, de Lucille Juteau et de Nina Tapi. À la lecture, Lucille Juteau. Au son, à la musique et au montage, Lucas Filippo. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode.